Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 93 de la saison 4. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Marie Aval et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Je voulais vous dire, vous le savez, ce podcast a vocation à vous aider. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et psst, vous savez quoi ? Vous pouvez maintenant faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? C'est simple, ça sert à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois. En échange, vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties en exclusivité. Rendez-vous sur le site www.patreon.com Patreon/Clémentine Sarlat. Il y a des sujets qui sont difficiles à aborder ou à appréhender pour des parents. Des sujets qui nous angoissent d'avance, des sujets qui remuent peut-être en nous des douleurs très profondes. C'est ce qui peut arriver quand on parle de violences sexuelles. Alors comment en parler avec ses enfants ? Comment évoquer ce fléau qui touche 1 enfant sur 5 en France ? Comment armer nos enfants pour que l'irréparable n'arrive pas ? C'est tout le travail d'Andrea Bescon, réalisatrice du film Les Chatouilles, qui parle de l'inceste de façon douloureuse mais aussi lumineuse. Andrea, elle est danseuse, actrice, metteuse en scène mais aussi autrice. Elle a écrit une série de 3 livres qui s'intitulent « Et si on parlait ?» Des livres adressés aux enfants en fonction de leurs âges, qui seront adaptés cet automne en podcast gratuit. Andrea a vécu l'horreur, elle a vécu les viols durant l'enfance. À travers sa résilience, elle veut aujourd'hui faire passer des messages. Andrea est passionnée et très impliquée. Et dans cet épisode, on évoque son vécu de maman, comment elle a réussi à dire à ses enfants ce qui lui était arrivé. Elle raconte les manquements de l'État français aujourd'hui face à l'ampleur de la pédocriminalité. Et elle prend le problème de façon plus large en expliquant qu'il va d'abord falloir croire les enfants quand ils parlent, plutôt que de fermer les yeux. C'est un épisode qui peut peut-être réveiller en vous des souvenirs ou des difficultés. Faites-vous aider, n'hésitez pas à demander une consultation ou du soutien. Alors ça paraît assez dark, dit comme ça, parce que le thème l'est. Mais Andrea est réellement une personne qui transmet beaucoup d'énergie et de positivisme. Elle fait bouger les choses pour y arriver et elle a besoin de vous, les parents. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Andrea. Bonjour Clémentine. Merci, vraiment je suis trop contente que tu aies accepté et en plus aussi rapidement, donc bravo à toi parce que c'est pas toujours facile. Je pense qu'avec tous les projets que tu as, tu es overbooké, donc merci d'être avec moi pour ce podcast. Avec grand plaisir, ce sont des formes très importantes, ce sont des émissions très importantes que je tiens. Si tu m'invites, je viens quoi. Alors, Andrea, comme à peu près pour tous les gens qui passent dans ce podcast, tu as le droit à la première question. Tu as 2 enfants. Et est-ce que avoir eu des enfants, ça a chamboulé ta vie ? Et si oui, tu peux nous raconter plus ou moins comment ? Bon, écoute, moi, je fais partie des femmes, enfin des filles et des femmes quand j'ai toujours su que j'allais être maman.
tu vois? Vraiment, c'est quelque chose que je portais en moi. Je me suis jamais posé de questions sur ça. Pour moi, il était évident que j'allais être mère. Bon, je l'avais toujours ressenti. Alors moi, c'était évidemment, pas mal le merdier à l'intérieur puisque, j'avais subi des violences sexuelles à l'âge de 9 ans, que, j'ai oublié. J'étais en amnésie traumatique partielle, que je savais qu'on m'avait fait du mal, que l'adolescence a été, quand même, quelque chose de très, très dur. J'ai rien compris à ce qui m'était arrivé. Enfin bref, et j'arrive, si tu veux, au moment où je rencontre l'homme de ma vie qui devient le père de mes enfants. J'ai 28 ans. Ça fait 2 ans que, l'homme qui m'a agressé sexuellement dans mon enfance est en prison, mais en fait, ça n'a rien réglé concrètement chez moi. Je suis en guerre à l'intérieur. Je suis vraiment en guerre. Je suis en train de sombrer, et cet homme-là rentre dans ma vie et au final, il me sauve. C'est un peu cliché, mais c'est vrai que de l'aimer et d'être aimé par lui, ça m'a permis de rebondir et de voir un peu plus de lumière dans la vie que ce, tunnel, hyper sombre que j'étais en train de de traverser à ce moment-là. Et Eric, lui, il avait déjà un enfant, hein, et il avait déjà un enfant plus grand, il est plus âgé que moi, Eric, et donc je lui ai dit, je savais que j'étais vraiment très amoureuse de lui et que j'avais envie de fonder ma famille avec lui, mais ça a été vraiment, une question très claire que je lui ai posée. J'ai dit: «Écoute, voilà, moi, j'ai 29 ans, tu en as 50, tu as déjà un enfant. Je comprends que tu n'en veuilles pas si tu n'en veux pas d'autres. Mais moi, là, je t'aime du fond du cœur, mais j'ai besoin d'être maman. Je sens que je dois être maman et je veux fonder une famille. Si tu n'es pas d'accord pour faire des enfants avec moi, viens, on se quitte tout de suite. Je vais être malheureuse, mais au moins, j'avance, quoi.» Et lui me dit: «Mais non, je t'aime, il y a pas de problème pour faire des enfants avec toi, au contraire.» Et assez vite, on décide de former, de fonder notre famille, et je tombe enceinte de mon premier enfant, et à ce moment-là, je sais pas, si tu veux, je suis que dans quelque chose de positif. Je me dis: «Je construis enfin ma famille, c'est quelque chose qui va être très fort, où je vais.» Et puis j'apprends que mon premier enfant est une fille. Je m'étais jamais trop posé la question, fille ou garçon, peu importe. Enfin, tu vois, je voulais juste aimer, quoi. Et en fait, j'apprends que ma fille est une fille, et dans les semaines qui suivent, je me dis: «Mais de toute façon, évidemment, elle ne m'aimera jamais.» Tu vois? Et j'ai ce truc où je me dis: «Ah mais la vache, il y a un truc qui est vraiment pas réglé là. Ça va pas, je suis ça va pas, je suis trop en chantier.» Et j'ai peur, tu vois? Du coup, j'ai peur de devenir, une mère maltraitante. J'ai peur de réitérer, un schéma de violence éducative ordinaire, d'humiliation, des choses que j'ai vécues, que mon petit frère a vécues. C'est des choses qui ont vraiment fait partie de notre éducation. Et donc en plus des violences sexuelles, tout ça machin, je me dis: «Waouh, waouh, 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 en fait, je deviens maman, mais en vrai, je suis pas prête du tout. Je sens que je ne vais pas réussir à me contrôler. Je sens que je peux devenir une mère toxique. Je le sens, je le sais.» Et là, du coup, c'est le merdier, quoi. Parce que Juno arrive, ma fille arrive, j'ai je sens que toutes les 2 on est hyper, fusionnelles, que ça marche, que nos yeux vont droit dans nos yeux, qu'on est connectés toutes les 2, qu'on s'aime de manière inconditionnelle. Mais pour autant, je me dis: «Andrea, tu as un problème, et si tu le prends pas en main, ce problème, tu ne seras pas cette mère que tu as envie d'être, cette mère bienveillante, cette mère à l'écoute, cette mère qui va prendre le temps d'entendre et d'agir, pour son enfant.» Et donc c'est là que je commence à suivre une thérapie. En fait, j'écrivais les chatouilles en même temps, j'étais aussi enceinte de mon deuxième arrive, enfin, j'étais dans une spirale. Donc la parentalité, oui, moi la parentalité, ça a complètement fait basculer ma vie vers la résilience. On parle beaucoup, tu vois, j'ai écrit Les Chatouilles, qui est le spectacle qui a évoqué les violences sexuelles que j'avais subies quand j'étais petite, qui est devenu un film. Alors souvent, je dis qu'évidemment cette écriture, l'art, tout ça, la rencontre d'Éric, tout ça, ça m'a énormément aidée à me reconstruire. Mais en vrai aussi, tout ça est accompagné par la parentalité, le fait de devenir maman, le fait de me dire: «Eh bien non, tu n'es plus toute seule. Eh bien non, tu te dois de rebondir pour tes enfants, tu te dois d'être résiliente.» Alors c'est vrai que ce sont des injonctions, hein, ce sont de grosses injonctions que n'est pas toutes et tous obligés de porter ou de s'infliger. Moi, c'est le chemin que j'ai, ouais, franchement, c'est le chemin que j'ai pris. Je me suis dit: «Bah non, tu as pas le choix, tu as voulu les faire, maintenant tu en es responsable.»
et donc bouge-toi les fesses pour devenir la maman que tu voulais être. Et donc j'ai lu plein d'ouvrages sur la parentalité positive et bienveillante, sur comment éduquer mes enfants sans hurler, sans les frapper, parce que bah, moi, j'avais pas d'autre alternative dans ma projection de mère que d'infliger des sévices physiques pour obtenir ce que je voulais. Et là, je me suis dit: «Bah non, c'est tu en as souffert, donc pourquoi tu l'infligerais à tes enfants?» Donc voilà, donc moi, ça a été une grosse remise en question immédiate. Je suis vite allée chez le psy. J'ai eu la chance en plus de rencontrer le bon psy, enfin le bon endroit, le bon moment, la bonne personne. Et ça m'a poussée, enfin j'ai fait une formation, mais en accéléré de comment éradiquer la violence à l'intérieur de moi pour ne pas la reproduire, sur mes enfants. Voilà, j'ai fait un peu un long récit, mais en tout cas, oui, la parentalité a changé ma vie, elle a changé ma perception de la vie et la perception même de ma propre vie, de ma propre reconstruction, en fait. Tu l'as dit, tu as écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Les Chatouilles, qui en a fait un film. Tu as une carrière avec 10 000 casquettes, puisque tu as été danseuse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, il vient d'où ton engagement pour protéger les enfants des violences en tout genre? Parce que bah, tu aurais pu aussi faire de l'art autre chose, mais tu t'es focalisé sur cette question, et je trouve que c'est très rare dans ton milieu, malheureusement, d'aborder ce type de questions. Bah, merci d'abord déjà Clémentine. Écoute, ça s'est imposé. Je dois admettre qu'en 2012, quand j'écris Les Chatouilles et en fait, quand je dis à Eric, donc l'homme de ma vie qui est aussi le père de mes enfants et aussi le metteur en scène du spectacle, donc c'est vraiment un travail qu'on a mené à la maison, tu vois, quand même. Et ça, c'est pas anodin, pardon pour ça, ce n'est pas anodin. Donc j'écris, Les Chatouilles. Je n'ai absolument pas conscience une seconde que d'être violée dans l'enfance, c'est quelque chose de relativement courant. Je ne sais pas, tu vois, à ce moment-là. Et en plus, bon, j'écris ce spectacle, je mets une galère pour le produire. Personne ne va entendre parler de pédocriminalité, surtout sur scène. Alors avec Eric, on décide de faire quand même un spectacle qui est assez, bon, qui est d'abord positif, qui est tragique par son propos, mais qui est aussi plein d'espoir, plein d'humour. Il y a aussi beaucoup d'autodérision. Je crois aussi que ça m'a beaucoup sauvée de pouvoir, aussi me foutre de ma propre gueule aussi. Ça m'a aussi fait du bien aussi dans mon parcours. Et donc ouais, en 2012, j'écris ce spectacle, tout ça. Je commence à le jouer seulement en 2014, puis comme je te l'explique, personne n'en voulait trop. Je le joue, dans des conditions un peu précaires au Festival d'Avignon. Bon, en fait, le public s'en empare. Et là, je m'aperçois que je ne suis pas seule dans cette torpeur, de femmes ayant vécu des violences sexuelles dans l'enfance. D'un seul coup, je m'aperçois que tous les soirs, j'ai des gens qui viennent me voir pour me dire: «Ce que vous racontez, c'est mon histoire». Des femmes, des hommes de tous les âges, de toutes les, conditions sociales, de tout, de tout, de tout. Et je commence à avoir plein de messages sur mes réseaux sociaux, en messages privés, hein, majoritairement évidemment, qu'on me confie des secrets, qu'on me dit: «Je ne le dirai jamais à ma famille, mais vous, je peux vous le dire parce que, on a le même vécu». Et donc voilà, et je commence à m'intéresser au sujet. Au final, bon, je prends un peu de temps. Le spectacle n'est pas produit à Paris parce qu'encore une fois, les directeurs et directrices de théâtre parisiens et parisiennes viennent, pleurent, sont bousculés, sont, complètement, abattus et en même temps transcendés par cette histoire qu'on raconte dans Les Chatouilles, mais ne veulent pas le faire jouer dans leur théâtre. Et puis finalement, il y a une dame, qui s'appelle Myriam Feu de Colombie, que je salue parce qu'elle est partie depuis. Mais cette dame, me dit: «Bah non, mais moi Andrea, j'ai toujours voulu que vous veniez jouer dans mon théâtre». Et donc je viens avec Les Chatouilles en janvier 2016
au théâtre du Petit Montparnasse et là commence une longue, exploitation du spectacle qui m'amène à un Molière, qui m'amène ensuite à signer le film avec les films du kiosque et je m'aperçois donc au fil des tournées aussi, parce qu'en même temps je menais une tournée et je rencontre un homme qui s'appelle Michael Poutier qui travaille, au Conseil de l'Europe et je fais une date aux alentours de Strasbourg, tu vois? Dans la banlieue de Strasbourg et cet homme-là vient et me dit: «Voilà Andrea Bescond, je ne sais pas si vous êtes au courant du travail qu'on mène au Conseil de l'Europe» et là, il me file son dossier et je vois un enfant sur 5 victime de violences sexuelles. Je fais: «Quoi? Attends! Un enfant sur 5, c'est quoi cette connerie, quoi?» Et là, voilà, c'est parti comme ça que je m'intéresse au sujet, je m'intéresse aux travaux, du coup, de Muriel Salmona, évidemment, sur tous les mécanismes des viols, du système des viols, hein, la dissociation, la sidération, l'emprise. Qu'est-ce que c'est que, les conséquences post-traumatiques? Pourquoi les comportements à risque? Et je me reconnais dans tout ça et je me dis: «Mais attends, mais Andrea, c'est génial», enfin «génial» entre guillemets, c'est que j'avais retranscrit instinctivement toutes ces conséquences post-traumatiques. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi j'avais envie de me foutre en l'air, pourquoi j'avais fumé 15 pétards par jour pendant 10 ans, pourquoi je buvais jusqu'à me foutre par terre, à me vomir dessus, pourquoi je cumulais les histoires sexuelles toxiques où des hommes, m'humiliaient, dans la vie et sexuellement et que je trouvais ça normal. C'était normal pour moi d'être soumise, c'était normal pour moi d'être humiliée dans le sexe, c'était normal. Voilà et d'un seul coup, je me dis: «Mais putain, mais ouais, tout ça donc ce ne sont entre guillemets «que des conséquences post-traumatiques». Tout ce que j'ai vécu, c'est logique. Andrea, tu n'es pas folle! Tu n'es pas folle!» Alors que j'ai entendu ça toute ma vie moi. «Tu es folle, tu es hystérique, tu es en colère, tu as trop d'énergie, de toute façon tu es toujours en train de gueuler». Voilà, tout ça, c'est et d'un seul coup, je lis les travaux de Muriel, je lis aussi, d'autres travaux, hein, de Stop aux violences sexuelles, de Violaine Guérin à l'époque, enfin voilà, ces gens qui travaillent au Conseil de l'Europe et d'un seul coup, je me mets à m'instruire en fait, moi qui ne connaissais rien, moi qui parlais encore de pédophilie, moi qui parlais enfin, je connaissais rien de tout ça et là, on me contacte sur les réseaux sociaux, les différentes associations de terrain qui me disent: «Attention Andrea Bescond, parler de pédophilie, c'est quand même mieux de parler de pédocriminalité madame parce que c'est un crime», tout ça, enfin voilà et je suis instruite au fur et à mesure de ma prise de parole publique en fait et tous ces gens me 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 font bosser, quoi. Tous ces gens me contactent en MP, en tweet. Des fois, je me prends des grosses engueulades aussi, hein, je te raconte pas, hein. Des fois, c'est: «Mais putain, vous savez pas vous exprimer, vous dites de la merde et pourquoi vous souriez? Pourquoi vous êtes toujours en train de prôner la résilience? On n'est pas forcé d'aller mieux, bordel!» Et oui et j'entends tout ça, en fait. Je l'entends et je me dis: «Bah ouais, André, en fait, toi, tu as eu ce parcours, tu as eu la chance de rencontrer la danse, tu as eu la chance de rencontrer un mec, bah, avec qui, tu t'es hyper entendu, avec qui tu as construit ta vie, avec qui tu as eu la chance de rencontrer des gens qui ont produit ton spectacle, qui ont produit ton film, donc en fait, tu as eu la chance d'avoir aussi été mené sur la voie de la résilience, même si toi-même tu l'avais emprunté au préalable. Mais quand même, tu as eu de la chance dans ce parcours. Tu as eu la chance que la justice reconnaisse ton statut de victime. Tu as eu la chance que l'homme qui t'a violé quand tu étais enfant se retrouve en prison, même s'il est sorti aujourd'hui et qu'on m'écrit pour me dire qu'il recommence. Évidemment, moi, dans mon parcours personnel, j'ai quand même eu de la chance et donc je m'aperçois que je n'ai pas le droit de baisser les bras, en fait. Je n'ai pas le droit de me dire: «Bah, hé, Andrea, oh, tu as fait ton spectacle, bah, mine de rien, ton statut, de vie a changé, hein. Ton statut de vie a changé, les gens, ils m'écoutent mieux, je gagne plus d'argent, faut pas se mentir. Tout ça m'apporte plus de, entre guillemets, confort, ce qui est vachement paradoxal parce que tu te dis: «Mais comment?» Alors d'ailleurs, on me le reproche, on me dit: «Ouais, mais vous, finalement, vous faites ça pour le pognon ou tout ça» et là, tu dis: «Mais non, mais en fait, j'ai mené un projet artistique qui est joué, qui a été joué, qui a été produit». Bon, bah, oui, évidemment, ma vie a changé puisqu'on le sait aujourd'hui, ça a été un succès et que ça continue de jouer, ça continue d'aider plein de gens, et donc je me dis: «Bon, bah, ouais, ton statut a changé, tu peux te permettre d'écrire des projets qui sont autres, mais en même temps, bah, non Andrea, en fait, tu as pas le droit d'abandonner ce combat parce que d'abord,
bah, d'abord, on part de trop loin là, c'est trop dramatique la condition de l'enfance en France. Donc je me dis: «Bah, non, en fait», souvent il y a plein de journalistes, hein, qui me disent: «Mais Andrea Bescon, vous êtes quand même actrice, vous êtes réalisatrice, vous êtes autrice, eh bien, vous n'avez pas peur qu'on vous étiquette, l'artiste qui œuvre contre les violences avec votre mari, tout ci, tout ça?» Et là, je dis: «Mais en vrai, bah, je me suis interrogée parce qu'on m'a posé souvent la question, les personnes soit qui me représentent, les personnes qui, voilà, qui croient en moi, tout ça. On m'a dit: «Mais attention Andrea, tu sais, tu as beaucoup de coups de gueule, tu prends beaucoup la parole, aussi contre les politiques, ça va jamais assez loin pour toi. Est-ce que tu as pas peur de te griller? Est-ce que tu as pas peur qu'on perde du désir artistique pour toi?» Et là, j'ai dit: «Eh bien, perdons du désir artistique pour moi, c'est pas grave. Tant pis, ce que je fais, ça vaut plus le coup que d'avoir un bon rôle dans un film ou d'avoir, je sais pas moi, une reconnaissance, ou enfin, tu vois, de carrière. Alors, bah et d'ailleurs, il y a des comédiennes vachement plus douées que moi et honnêtement, je laisse ma place volontiers et je préfère, porter ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire me dire que, bah, écoute, ouais, non, je mène ce combat aux côtés de beaucoup, beaucoup de gens de terrain, beaucoup plus que moi d'ailleurs, hein. Moi, je suis pas sur le terrain, hein. Moi, on m'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. J'ai connaissance du terrain par le biais de toutes les personnes qui bossent, quotidiennement. Mais bon, moi, je ne suis entre guillemets qu'une personne, heu heu, en début de public, en début de personnalité publique qui peut porter un peu, les choses un peu plus fort que quand malheureusement tu es une association, locale, dans un village et que, tu pleures tous les jours de voir, 4 gosses qui sont violés, et qui sont remis, chez leur agresseur parce que, la mère a été accusée de manipuler son môme ou que, bah, tu vois, le pervers, de la ville d'à côté qui a fait, qui était condamné à 10 ans de prison, qui en sort, au bout de 4 et puis qui va continuer à violer des gosses, sans pour autant que l'État, s'y penche concrètement. Bon voilà, non, moi j'ai quand même une belle place et je trouve que c'est normal et légitime que, bah, je continue à me battre et que c'est un combat d'une vie, en fait. Alors après, une fois que le film Les Chatouilles est sorti, tu as aussi participé à sortir 3 livres sur Oui. le consentement, sur le corps, qui sont adressés à des tranches d'âge très particulières, s'appellent « Et si on parlait ?» Pourquoi est-ce que tu as voulu aller sur ce biais-là et du coup, à ce moment-là, tu as parlé aux enfants et plus aux adultes parce que le film s'adressait plus aux adultes. Ouais. Ben je crois fondamentalement que, si on abordait le problème des violences, dès le plus jeune âge de l'enfant, on aurait certainement beaucoup moins de cas. Alors ça ne veut pas dire, marteler, aux enfants qu'il y a des prédateurs, qui vont forcément être violés, que tout ça est anxiogène et que le monde est horrible. Non, c'est pas vrai, mais en tout cas, parler positivement aux enfants de leurs droits, de ce que les adultes ont le droit de faire et pas faire, de leurs droits à eux en tant qu'enfants, qu'ils ont le droit à la parole, qu'ils ont le droit à être entendus, qu'ils ont le droit d'être écoutés, que personne n'a le droit de les frapper ou de les humilier. Tout ça, les enfants doivent le savoir parce qu'on est encore dans une société, d'adultes très, patrimoniale autour de l'enfance, hein. Mon enfant m'appartient et j'en fais ce que je veux, ce qui est faux. Et donc je trouvais important d'aborder, alors cette écriture au préalable avec Mathieu Tucker qui a illustré les livres de «Et si on se parlait?» et puis de l'aborder sur 3 évidemment l'enfance c'est très peu dans une vie, mais on change beaucoup, hein, sur ces 18 premières années. Donc de faire, évidemment la de 0 à 3 ans, on l'a pas abordé, mais de toute la maternelle, toute la primaire et ensuite l'entrée collège, donc de 3 à 7 ans, de 3 à 6 ans en maternelle, donc la gestion de qu'est-ce que c'est que ton intimité, qu'est-ce que c'est que l'éducation bienveillante, qu'est-ce que c'est que le partage, l'arrivée d'un petit frère ou de petite sœur dans la fratrie, l'addiction aux écrans, pourquoi les écrans sont hyper toxiques pour la construction de ton cerveau. Donc faire entendre ça à l'enfant, enfin moi j'ai procédé beaucoup comme ça avec mes enfants, beaucoup en prévention, c'est-à-dire que, bah, l'écran,
c'est leur génération. Mais je dis: «Bah non, à 23 ans, voilà, ça fait beaucoup de mal, c'est hyper toxique, donc non». Et puis au fur et à mesure, on a intégré, mais toujours avec un temps d'écran. C'est-à-dire que, bah, tu as droit à ton quart d'heure, de barbe à papa, quand tu avais, 5 ans, et puis, là, dorénavant, ils ont 9 et 10 ans, ils ont droit à leur demi-heure de Minecraft, ou d'Inside, ou je sais pas quoi, toutes ces choses-là qu'on partage aussi volontiers. Mais bon, je crois que tout ça, il faut l'aborder dès le plus jeune âge, leur faire comprendre la valeur de leur intégrité, la valeur de leur intimité, et savoir que personne n'a le droit de les toucher, de les soumettre, de les punir, de les humilier, et qu'ils ont des droits. Et tout ça, ça peut se faire de manière assez ludique. Alors nous, c'est ce qu'on avait tenté de faire, il y a 1 an, quand on a sorti nos livres avec Mathieu, que ce soit, donc maternelle, primaire ou collège, et de parler directement à l'enfant, mais aussi de marquer l'intérêt, enfin de pouvoir aussi mâcher le travail à l'adulte, aux parents ou à l'adulte responsable ou à l'adulte qui aurait envie de pouvoir, de se comporter comme un citoyen aussi, hein. On n'est pas obligé de s'occuper que de ses enfants. On doit porter un regard. Si un enfant nous déclare un viol, que ce soit un gamin qu'on ne connaît pas, on doit être en mesure de le signaler en tant que citoyen, en tant qu'adulte, c'est notre devoir. Donc voilà, c'était aussi, le moyen de faire lire, parce qu'en maternelle, souvent les parents donc qui vont lire, les différents petits témoignages, à leurs enfants, et donc de pouvoir un petit peu mâcher le travail, de favoriser le dialogue entre l'enfant et l'adulte, et pouvoir faire prendre conscience à l'adulte qu'il a des devoirs envers les enfants. Hein, c'est vachement important ça, parce que souvent, «Ah bah, ce ne sont pas mes affaires». Ah bah si, en fait, dans la mesure où tu vois un enfant, se prendre des gifles, dans la rue, ou être, humilié par un parent, tu vois? Non, il est important aujourd'hui d'interférer, dire à l'enfant: «Tu sais que, personne n'a le droit de te faire ça. Je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive», et de faire comprendre aux parents qu'il est hors la loi. Ça, c'est super important. Donc bref, je me suis un peu égarée, mais tout ça pour te dire que oui, on s'adresse aux enfants, on s'adresse aux parents protecteurs ou à l'adulte responsable qui, voudrait faire de la prévention. On lui soumet des idées, plus ludiques pour aborder ces sujets qui pourraient être tabous, et ça jusqu'à l'entrée au collège, où on va justement, comme tu le disais, évoquer, le consentement, la pornographie, l'homosexualité, l'homophobie, et pouvoir, voilà, qu'est-ce que c'est aussi que le cyberharcèlement, et cetera, et faire aussi comprendre à nos ados d'ailleurs, qui sont, les pauvres, quand même hem, assez, malheureusement, mince, j'ai pas le terme, mais on leur donne des outils formidables que sont internet et tout, mais sur internet, on trouve aussi malheureusement de grands, chemins de harcèlement, de soumission et tout. Et c'est vrai que quand nos adolescents et adolescentes, apprennent les relations sexuelles par la pornographie, par exemple, il faut pouvoir être en mesure en tant qu'adulte, hein, vu qu'en 2 clics, malheureusement, nos ados peuvent accéder à des sites, mais d'une violence terrifiante, avec une soumission des femmes terrible, la notion de non de consentement totalement oubliée, bon bref. De pouvoir être en mesure de leur réexpliquer que ce n'est pas la vraie vie, et que ce sont des scénarios, et que malheureusement ce sont aussi parfois des vidéos, qui n'ont pas droit d'être en ligne, qui devraient être, d'ailleurs, retirées immédiatement, puisque, ce sont des violences infligées, et voilà, être en mesure de leur expliquer que l'acte sexuel, c'est un acte de respect, de consentement, de complicité, et tout ça, c'est à nous de le faire, c'est à nos générations d'adultes de le faire. Donc ces 3 ouvrages, ils étaient, pour ça, pour permettre aux parents et aux adultes d'aborder des sujets compliqués de manière assez simple et ludique, et ça a marché. Je reçois beaucoup de retours de parents, d'adultes qui me disent: «Ah bah, merci, parce que ça nous a permis d'aborder des sujets qui me faisaient peur». Moi, aborder l'inceste avec ses enfants, c'est toujours un peu flippant, et pour autant, c'est assez simple, en fait, si on emploie des mots simples et non anxiogènes. C'est toujours pareil, hein, dire à un enfant: «Attention, hein, les prédateurs sont pas partout, mais ça n'est pas rare non plus. En tout cas, sache que tes parties intimes t'appartiennent, que personne n'a droit d'y toucher, ni papa, ni maman, ni ton frère, ni ta sœur, ni tes copains, tant que tu es un enfant. Toi, tu as le droit de découvrir ton corps, mais personne n'a le droit de t'infliger quoi que ce soit». Donc c'est des choses comme ça qu'il faut savoir dire de manière simple et passer à autre chose. Parce que les enfants passent à autre chose. Parce que le vrai problème, c'est nous. C'est nous qui avons peur d'aborder les sujets, mais les enfants, pas du tout.
de tous les âges. En fait, quand tu viens parler de consentement à ton ado, il est pas en train de fuir. C'est toi qui as peur d'en parler. Quand tu parles de pornographie à ton ado, il va faire: «Oui, mais bon», mais c'est toi qui as peur d'en parler en tant qu'adulte. Tu as peur d'aborder ces sujets et donc ces livres étaient pour ça et c'est pour ça aussi que Média Paradiso nous a contactés pour en fabriquer des podcasts de manière à ce que ça soit, encore plus ludique, encore plus accessible parce que l'audio, c'est vrai que le podcast, c'est ludique. En plus, on l'a adapté avec des chansons, des voix d'enfants. Moi, je fais la voix de la narratrice. On aborde plein aussi, on a proposé plein d'exercices pour sortir la colère, pour aider à trouver les mots. Donc voilà, ces podcasts, vraiment, sont de 3 à 12 ans. On a adapté ces livres. Vraiment, je suis ravie du travail qui a été fait parce que, d'abord, je vais te dire pourquoi je suis ravie avant tout, c'est que ces podcasts, ils sont gratuits, en fait et si on se parlait, c'est pour les enfants de 3 à 12 ans. Tous les parents, tous les enfants peuvent les charger partout sur tous les podcasts en écoute libre, mais partout, quoi. Deezer, Spotify, Apple, partout, on pourra les trouver partout et les écouter gratuitement partout et ça, c'est absolument Ça sort formidable. fin octobre. Ouais, ça sort fin octobre, je pense pour les vacances, Je mettrai le lien. justement d'automne. Mmh. Merci. Mais oui, je crois qu'on a fait vraiment du très bon travail. Tous les enfants qui ont participé en plus à ce projet étaient extrêmement motivés à l'idée de justement poing en l'air, de pouvoir, mettre leur pierre à l'édifice de la protection de l'enfance. Ce qui avait été le cas, moi, quand j'avais tourné Les Chatouilles, le film, avec, ma petite actrice, Cyril Mérès, qui interprétait Odette. Elle avait 9 ans à l'époque et on m'avait souvent posé la question, à Eric et moi, on nous avait souvent posé la question: «Vous aviez pas peur de traumatiser cet enfant?» et cet enfant, évidemment, à 9 ans, parler de pédocriminalité et jouer le fait que tu en es victime, c'est évidemment quelque chose de relativement, courageux à cet âge-là et elle, bon, elle a en plus des parents très, très, bah, elle a des parents formidables, très éveillés sur tout ça, qui l'avaient déjà, prévenue de ce que c'était que la pédocriminalité, l'inceste, quoi, la violence, puis voilà, une éducation très bienveillante, respectueuse et ouverte à tous les sujets et d'ailleurs, Cyril, à 9 ans, avait dit: «Non, non, mais moi je sais ce que c'est, je sais très bien qu'on va tricher, c'est la magie du cinéma. Je sais de quoi il est question, mais je suis fière de porter ce sujet. Je suis fière de contribuer à ce qu'il y ait moins d'enfants qui soient violés chaque année en France et partout d'ailleurs. Et elle avait 9 ans. Donc tu vois, on a tellement de leçons, à prendre de nos enfants et tous les enfants qui ont témoigné, enfin qui ont témoigné quand évidemment tous les témoignages sont fictifs, hein, ce sont des témoignages que j'ai écrits et qu'on a réalisés avec Mathieu Tucker, dans le but, enfin, malheureusement, ce sont des situations très courantes, mais tout ça, évidemment, ne sont que des témoignages fictifs. Et les enfants qui ont prêté leur voix, qui sont venus prêter leur voix, étaient très fiers de dire bah, je sais que ça va aider des enfants, je sais que ça va aider des familles, et je suis heureuse de ça, je suis heureux de ça, de 8 à 18 ans, quoi. Donc, j'étais très impressionnée, ravie. Et Andrea, tu l'as un peu dit là, tu l'as dit que les enfants nous surprennent toujours et que c'est nous qui avons peur. Comment toi, tu t'es positionnée en tant que maman pour raconter ton histoire à tes enfants? Waouh! Ouais. Eh bien, écoute, j'ai mis un petit peu de temps parce qu'en fait, c'était compliqué parce que moi, mes enfants, finalement, ils sont nés les chatouilles, bah, c'est né en même temps, tu vois? Quasiment. Donc mes enfants, ils ont toujours, vécu avec, voilà, ce spectacle, les chatouilles, hein, au début, je tournais beaucoup, donc ils étaient petits, mais tu vois, vers l'âge de 2 ans, quand Juno avait enfin, quand ma fille avait 2 ans, que mon fils était un peu plus petit, je commençais à tourner le spectacle et j'ai commencé à aller dans ce combat contre la pédocriminalité. Mais moi, il faut savoir que j'ai mis très, très longtemps à dire que c'était mon histoire. C'est un peu le paradoxe et ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est tous les paradoxes que j'ai vécus autour de mon histoire, comment je l'ai balancée sur la place publique et comment j'ai été inapte au début à dire que ça m'appartenait et que j'étais Odette. Donc ça a été un secret pour tout le monde, bon, à part pour Eric, puisqu'évidemment, il était au courant et puis mais très, très proche. Pour le public et même pour moi-même, je n'assumais pas. Enfin, assumer, j'aime pas ce mot parce que comme si c'est un peu péjoratif, mais je n'arrivais pas encore à pouvoir révéler que tout ça
m'appartenait. Donc pour mes enfants, c'était pareil. Il a fallu que j'attende d'être prête, donc j'étais prête en 2016 à en parler. J'avais reçu le Molière, tout ça, machin. J'allais très, très mal. En fait, le moment où je reçois le Molière, je suis en PLS, en fait. Je vais mal, je vais très mal. Je suis au fond du trou. Je vais mal. C'est l'enfer ce que je vis au quotidien, de relater tout ça chaque soir quand je vais sur scène. Il y a l'incroyable bonheur d'avoir des salles blindées, remplies, des articles dithyrambiques, le Molière, tout ça, machin, bidule et le vide sidéral à l'intérieur de moi. Donc finalement, ensuite, je le révèle, je dis que ça m'appartient, enfin, ça m'appartient, qu'en tout cas, je fais partie de ceux et celles qui l'ont vécu dans l'enfance et je commence à comprendre que ça me fait du bien de dire que tout ça est mon histoire. Et donc, mes petits, ça s'est déroulé. En fait, je lisais, ouais, 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 ouais. Je me souviens très bien du moment où je leur ai dit très concrètement. Ils devaient avoir, pardon, 5 et 6 et demi, 5 et 7, quelque chose comme ça. Juno et Anton ont 16 mois de différence. Et on lisait, tu sais, il y a un ouvrage de Catherine Dolto, hein, sa mère de Catherine Dolto, sur les secrets, puis elle parle de bons et mauvais secrets, tu vois? Je sais pas si tu vois ce petit ouvrage. Anton et Juno le lisaient régulièrement, puis je leur faisais la lecture. Je me souviens qu'ils m'avaient demandé ce livre et ben, je leur faisais la lecture. Ils étaient, eux, à ce moment-là, ils prenaient encore un petit bain, voilà, on était un peu installés, petit moment un peu cool comme ça et je leur fais la lecture de cet ouvrage. C'est quoi les bons secrets? C'est quoi les mauvais secrets? Je trouvais vachement bien ce qu'elle avait fait Catherine Dolto parce qu'elle disait: «Un bon secret, bah, ouais, pourquoi pas? Un bon secret, c'est super. Tiens, le secret, on va faire une surprise à papa pour son anniversaire. Alors ça, c'est un super secret qui rend heureux». Tu vois? Et donc je leur dis ça c'est un super secret qui rend heureux, ça fait du bien, c'est trop chouette et puis voilà, c'est un chouette secret. Et puis il y a les mauvais secrets, les secrets qui rendent malheureux, les secrets qui font du mal, les secrets chagrins, quoi. Et donc voilà et puis continue de lire le livre et puis, d'un seul coup, je me dis: «Mais en fait, c'est maintenant, Andrea, quoi». Et je leur dis: «Mais vous savez, moi, j'ai un secret, j'ai eu un secret quand j'étais petite qui m'a rendue malheureuse très, très longtemps». Le secret, c'est qu'un monsieur, me faisait du mal quand j'étais petite. Il touchait mes parties intimes, je devais toucher les siennes et c'est quelque chose qui m'a détruite dans mon cœur, dans ma tête, longtemps. Mais aujourd'hui, grâce à l'amour que je reçois, grâce à cette vérité que j'affronte, je vais beaucoup mieux, je suis heureuse et vous faites partie de cet épanouissement. Je vous dis merci parce que je me reconstruis aussi grâce à ça, grâce à vous. Mais voilà, quand j'étais petite, j'ai eu ce secret qui m'a rendue très malheureuse longtemps et vous savez, le spectacle que je joue, Les Chatouilles, eh bien Odette, le personnage, bah, Odette, c'est moi. Et c'est drôle parce que j'ai ma petite fille qui est la plus âgée qui m'a dit, mais vraiment avec beaucoup de compassion: «Maman, je suis tellement désolée. Je suis désolée maman de ce que tu as subi». Et mon petit garçon, lui, m'a regardée et vraiment j'ai senti dans ses yeux: «Ah! Enfin tu verbalises. Enfin tu le dis avec des mots». Tu sais genre: «Mais putain maman, je l'ai toujours su, il était temps quoi, enfin. Il était temps». Et vraiment j'ai senti, tu vois, beaucoup de colère aussi dans ses yeux, beaucoup «Tiens merde, je savais qu'il y avait un truc, je le savais, je le sentais» et il y a eu ce petit geste et heu et 1 minute s'est passée comme ça, d'un peu d'émotion. J'ai pas pleuré, j'ai pas mais je suis restée, voilà, en train de je sais plus quoi faire et Juno m'a dit: «Maman, je voudrais te poser une question maman» et j'ai fait: «Oh merde, 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 ça va être terrible, elle va me dire qu'est-ce qu'elle va me poser comme question? Je vais pas savoir répondre» et là elle m'a dit: «Maman, tu peux me filer le Playmobil qu'il y a derrière toi?» Et là, je dis: «C'est gagné». Bah ouais, c'est gagné, en fait. C'est gagné, c'est qu'ils savent. J'ai crevé l'abcès, j'ai enlevé le nœud là, tu sais, le nœud du secret de famille pourri, le cadavre dans le placard. Ils savent et OK, c'est OK. OK, maman elle a vécu ça, OK et du coup, ils comprennent, désormais, c'est quelque chose dont on parle, régulièrement, hein. Je veux dire, bon,
le combat qu'on mène au quotidien avec leur père, ils le connaissent, ils savent pourquoi on fait tel film ou tel film, ils savent pourquoi on écrit, ils savent pourquoi je vais aller, faire cette émission, pourquoi, je vais, m'absenter, 2 mercredis et un samedi et que je serai pas à la maison parce que je vais enregistrer le podcast de «Et si on se parlait?» avec Média Paradiso bah, ils trouvent ça vachement important et qu'ils sont vachement fiers de ça. Et que, quand, ils vont à un anniversaire et ben ils vont apporter le livre de «Et si on se parlait?» parce que, et ils vont l'offrir à leurs potes parce qu'ils trouvent ça vachement important de le faire. Donc, bah, j'ai des enfants qui, qui en tout cas, je crois, vivent sereinement avec ça, avec l'idée des violences, c'est-à-dire qu'ils savent que c'est là. Ils savent que c'est beaucoup trop courant. Ils savent aussi qu'à la maison, ils sont jamais humiliés, jamais frappés. Qu'on les écoute, qu'ils ont le droit d'exprimer leurs idées. Ils ont conscience pas de ce privilège-là, mais de ce droit-là, de ce droit qui devrait être octroyé à tous les enfants de cette planète. Ils le savent, c'est dans leurs droits. Ils savent qu'ils ont la chance de pouvoir vivre leurs droits, et qu'ils ont la chance de pouvoir s'exprimer, même parfois, des fois, de mal nous parler. Et on se dit: «Bah, alors attends là, moi je te parle comme ça, Juno ou Anton? Je t'ai déjà parlé comme ça?» Non, ouais, je suis désolée. Et en fait, tout ça est d'un dialogue constant, constant, constant. Ils constatent aussi nos colères. Parce que moi, des fois, je rentre à la maison ou quand ils nous font des trucs, pourris politiquement, alors après les hashtags #MeToo inceste, c'est sans précédent, c'est tellement énorme ce qu'il y a eu, c'est tellement énorme le courage qu'ont eu les victimes de témoigner et tout ça et quand ils nous ont pondu, 2000 lois Billon, une loi faible et incomplète et cetera. Moi, j'étais très en colère longtemps chaque soir quand je rentrais chez moi. J'ai gueulé contre le gouvernement, j'ai gueulé à haute voix, j'ai crié ma colère. Mes enfants ont entendu tout ça, ils ont conscience de tout ça. Mais OK, tout est clair parce qu'ils savent que, bah, cette société, elle est, construite sous cet ordre-là, une société qui est assez patriarcale, ils ont conscience de ça et ils se disent que bon, bah, OK, va falloir aussi, œuvrer et que pour l'instant, ils vivent leur vie d'enfant. Ils ont conscience que ça roule à la maison, qu'il y a du respect, de la considération et qu'en tout cas, il y a tout un monde encore à changer, quoi. Tu le verbalises super bien, hein, mais il y a un tabou monstrueux autour de la pédocriminalité, en Mmh. France particulièrement. Tu le combats chaque jour. Tu penses qu'elle vient d'où cette omerta? Quelque part, ça arrange qui? Le fait qu'on puisse pas en parler, ou en tout cas que les enfants soient pas crus à la hauteur de ce que ça devrait être. Ouais. Euh, Ça vient d'où, ça? Bah, écoute, on est quand même, c'est vachement compliqué parce que je pense que ça mélange plein de facteurs. On a, bon, quand même une grosse, société latine, donc avec enfin, des origines latines, avec cette espèce patrimoine autour de la famille, ce que je te disais tout à l'heure, hein, les enfants comme territoire, les enfants comme appartenance. C'est mon enfant, je fais ce que je veux. Bon, ce qui est pas du tout le cas, dans les pays scandinaves, nordiques et tout, où jamais l'enfant n'était la propriété de la famille. Bon, nous, chez nous, c'est très comme ça l'a été depuis des millénaires, et ça continue. Bon, on va petit à petit, essayer d'inverser, les choses, en tout cas de faire progresser, les choses, mais on a ce facteur-là, donc aussi une société patriarcale, hein, l'homme comme dominant dans la famille, et cetera. On est encore dans quelque chose de masculiniste. Alors moi, j'ai souvent, longtemps d'ailleurs, refusé, de dire que la pédocriminalité ou l'inceste, enfin l'inceste, on me dit souvent d'arrêter d'utiliser le terme inceste, mais plutôt viol aggravé, puisque, l'inceste, souvent, on parle de l'inceste comme des relations, sexuelles entre membres de la famille, mais ça évoque une espèce de consentement, alors qu'en fait non, on sait très bien que, voilà. En tout cas, viol aggravé et qu'en France, c'est quelque chose un peu, culturel, hein, donc et puis au fur et à mesure, on se dit: «Bah non merde, là depuis MeToo, depuis #MeToo inceste, enfin tout explose quand même» et que voilà. Mais il y a énormément de résistance. Enfin, je sais pas, tu vois, aujourd'hui, par exemple, il y a R. Kelly, aux États-Unis qui va être condamné, Ouais. mais peut-être à perpétuité comme l'a été Weinstein. Donc il y a un vrai après MeToo
Ici en France, on a beaucoup de mal, quoi. Je veux dire, on a quand même eu, des personnes sur les plateaux télé, non mais même sur le service public, quoi, en train de défendre Duhamel, Olivier Duhamel, défendre, Matzneff, enfin tous ces pervers Matzneff. dégueulasses quand même, qui, oui, étaient éminents, puissants, peut-être argentés pour certains et cetera machin, mais c'est dingue quoi, comme ils ont été extrêmement, protégés et puis à chaque fois de toute façon qu'il y a une accusation, hein, on l'a vu avec, PPDA, on l'a vu avec DSK, on l'a vu voilà, ce sont des hommes très, très, très protégés et qui aujourd'hui s'en sortent quand même très tranquillement, je veux dire par rapport aux États-Unis où il y a eu une bascule de l'après-MeToo. Nous, pour l'instant, on a du mal et c'est vrai que je leur en veux beaucoup, par rapport à #MeTooInceste, quand MeToo a lancé cet hashtag et que ça a été une révolution, une très grande révolte qui est purement française, hein, pour le coup et de voir qu'on avait un Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale encore en train de dire: «Mais enfin, quand une tante de 18 ans sort avec son neveu de 17 ans, est-ce que ce serait normal qu'elle aille en prison?» Enfin, quand tu entends ça à l'Assemblée nationale et que même pas le ministre délégué à l'enfance va le couper en disant: «Non mais attendez, non!» Non, non, mais il y a personne qui réagit. Donc forcément, ouais, on est quand même c'est très lent en France, c'est très lent. On va continuer. On est quelques-uns et quelques-unes à porter le statut d'hystérique sur la tête, hein, parce qu'on a tout entendu par les politiques, hein. Nous, on est des fous, on est des hystériques, nous sommes que des féministes et puis on est des victimes en plus. Alors forcément, on est en colère, tu sais? Quand tu es victime, tu peux pas avoir un process intellectuel, hem qui est abouti, tu vois? Tu es une pauvre chose en colère. Donc non, effectivement, ce que je ne l'explique pas, en fait, je ne l'explique pas. C'est peut-être que je l'explique par moi, tu vois, j'ai mis longtemps à je confondais, la critique du patriarcat et la misandrie, ce qui est complètement stupide. Tu vas me dire aujourd'hui, j'ai souvent envoyé chier des personnes qui me disaient: «Mais non, mais Andrea Bescon, vous voyez pas que tout est lié au patriarcat?» Et moi, je disais: «Oui, mais non, mais il faut pas pointer les hommes, parce que tu comprends, on a besoin aussi que les hommes s'engagent contre la lutte contre la pédocriminalité, l'inceste, les viols gravés et cetera et cetera» et que j'avais peur que du coup, les hommes soient vexés et ce qu'on voit aujourd'hui, hein, couramment quand l'autre imbécile de BFM, dont le nom m'échappe, parle de la ménopause de Sandrine Rousseau et qu'il est encore en train de tweeter ce matin: «Oui, mais moi, j'en ai marre d'être critiqué en tant qu'homme blanc et riche». Enfin, tu fais: «Ah mais les mecs, vous êtes vraiment à côté de la plaque». Donc il est temps que ça s'engage. Donc c'est vrai qu'il va falloir aussi amener, je pense que, les femmes, toutes les femmes là, il y a quand même une grande montée, du féminisme, enfin de la sororité, je veux dire du féminisme aussi entre femmes. Alors il y a des fois il y a des femmes qui sont les ennemies des femmes, hein, mais on a besoin là que les hommes comprennent que, non, le féminisme n'est pas la misandrie, que non, lutter contre les violences faites aux enfants ne veut pas dire lutter contre les hommes. Bonjour, Il y a bonjour, ma fille qui est arrivée. Elle est que tu malade. es mignonne. Bonjour, je m'appelle Andrea et Ouais, heu elle et t'entend et pas et du coup parce que j'ai le casque. je C'est te fais Andrea. coucou. Je te vois. Tu dis bonjour Andrea? Tu dis bonjour? Salut beauté. Et que voilà, tout ça est compliqué. Alors c'est des longs processus, mais faire comprendre aux hommes aussi que lutter contre les violences conjugales, violer contre les viol je lutter, pardon, contre les violences faites aux enfants et aux femmes, ce n'est pas lutter contre les hommes. Non, c'est lutter contre un système et un système qui, en plus, altère souvent, le bien-être des hommes. Je veux dire, être, sur le cul des hommes constamment, en train de leur dire: «Il faut être masculin, il faut être viril, il faut être puissant, il faut être riche, sinon tu n'es qu'une merde». Bah non, tu vois? Critiquer la sensibilité des hommes constamment, tout ça participe de ce même système de domination, ce système patriarcal, ce système de domination qui fait que des adultes violent des enfants parce qu'ils sont dominants, parce qu'ils sont puissants et parce qu'ils ont, une emprise, sur ce qu'ils considèrent être plus faible qu'eux et plus vulnérables qu'eux. Donc après, c'est quand même le spectre est vachement large du pourquoi, comment on est toujours en train de résister en France. C'est aussi une participation
des médias. Alors, il y a une part des médias, alors c'est hyper paradoxal parce qu'on est dans une époque où on évolue vachement dans la vérité, sur la quête de vérité, puis on évolue vachement vers la haine aussi. C'est-à-dire que, on va, brandir moi, quand j'avais présenté à l'époque Les Chatouilles, c'était en 2018 qu'ils sortaient. Je me souviens avoir fait des grandes émissions où il était hors de question qu'on dise qu'un enfant sur 5 a été violé, alors que quand j'ai présenté Et si on se parlait, les ouvrages, il y avait marqué partout sur les grands panneaux des plateaux télé: «Un enfant sur 5 est violé chaque année, 165 000 enfants victimes de violences sexuelles en France chaque année», enfin tout ça était très, très, très mis en avant d'un seul coup et tout ça, alors que c'était pas du tout le cas, quelques mois avant ou quelques années avant et donc ça évolue vachement de ce côté-là et de l'autre, ben, on va toujours avoir, des types, Finkielkraut, qui vont avoir des temps d'antenne, de ouf, sur des grandes émissions publiques, où il va pouvoir dire tranquillou pépère, à 17 ans, bah, quoi, on n'est plus un enfant, c'est bon, oui là, il faisait des fellations à son beau-fils et alors, ça va? Son beau-fils était content, enfin, tu des trucs de dingue comme ça, tu entends, de toute façon le féminisme a gagné, vous voyez bien, elles nous font chier, le patriarcat n'existe plus, enfin, tu des trucs comme ça à des heures de grande écoute, avec des gens qui vont, hem, heu, hem, Enfin, défendre il le disait surtout que oui, les hommes peuvent pas décider de terminer une grossesse, mais les femmes oui, donc c'est la ah fin du ouais, patriarcat. ah oui, ça Voilà, c'était c'était ça assez sa rhétorique. magique. Oui, oui, non mais c'est assez magique. Non mais sans déconner. Et, et, euh, et tu dénonces aussi quelque chose de très important, qui est une problématique avec la loi sur l'imprescriptibilité. Oui. Euh, et pourquoi est-ce que c'est important que cet aspect-là s'arrête pour les violences sexuelles? Écoute, on avance à pas de mouche sur les délais de prescription. En 2018, ça a été rallongé de 10 ans. On peut donc dorénavant porter plainte jusqu'à 48 ans si on avait moins de 18, si on avait moins de 38 ans en 2018. Attention, les lois ne sont jamais rétroactives, hein, donc si tu avais, 40 ans en 2018, tu peux te gratter, c'est trop tard, hein, tu porteras jamais plainte, hein, il y a prescription. Mais en tout cas, les délais de prescription ont augmenté de 10 ans. Là, ils ont, enlevé, enfin, ils ont retiré la prescription pour les victimes, d'un même agresseur, même si les faits sont prescrits. S'il y a une plainte, qui n'est pas prescrite. Bon, ça évolue petit à petit. On a du mal en France à accéder à l'imprescriptibilité parce que l'imprescriptibilité, ça ne concerne que les crimes contre l'humanité, donc la Shoah et les génocides, ce qui évidemment, est normal. Après bon, moi je considère, que violer un enfant, c'est vraiment un crime contre l'humanité, hein. On réduit à néant son psychisme, sa psychologie et puis quand tu as 8 ans que tu dois te construire, tout seul comme une grande en étant, complètement détruit de l'intérieur, moi je vois pas la différence. Oui, tu vas vivre, mais est-ce que tu vas vivre comme un mort-vivant? Ça, voilà, c'est possible. Tu peux vivre comme un mort-vivant jusqu'à la fin de ta vie si tu as été violé dans l'enfance et ça, c'est un fait et il y a énormément, énormément de victimes qui vivent comme ça. Donc faut arrêter de prétendre le contraire et de dire, comme j'entends beaucoup d'associations qui disent: «Ah mais c'est bon, allez, faut pousser les victimes à porter plainte là parce que sinon elles se bougent pas le cul et puis de toute façon des sévices sexuels, on s'en remet». Oui, on s'en remet, mais on peut ne pas s'en remettre en fait. On peut s'en remettre, on peut ne pas s'en remettre. Alors qui est là pour décider que? C'est hallucinant qu'on ait ça, quoi et donc le pire, c'est des grandes associations en plus qui sont, portées par l'État et qui font d'ailleurs, du super travail, sur le terrain, hein, Colosse au pied d'argile, La Voix de l'enfant, tout ça sont des super assos, hein, qui font du beau travail sur le terrain, mais qui sont cul et chemise avec, l'institution et les ministères en disant: «Bah non, mais nous aussi on est contre l'imprescriptibilité parce qu'il faut que les victimes se bougent le cul pour porter plainte». Mais c'est l'alu, quoi et là, tu leur expliques quand même qu'il y a, le,
l'amnésie traumatique qui existe, hein, qu'il y a quand même 4 victimes sur 10 qui seront en amnésie traumatique, toute une partie de leur vie. Il faut savoir que c'est complètement aléatoire l'amnésie traumatique, hein. Ça peut durer 5 ans, ça peut durer, 30 ans, ça peut durer toute une vie, en fait, hein. Tu peux être malheureux toute ta vie sans savoir pourquoi et à un moment, tu te souviens, qu'en fait, papa t'a violé, quoi. Donc le problème, c'est ça, c'est que comment on peut offrir à nos agresseurs en France le droit à l'oubli alors que les victimes vont le porter, elles, toute leur vie, cette agression, cette ou ces agressions. On le porte toute sa vie, ça. Et ça ne veut pas dire effectivement qu'on ne s'en remet pas, mais pourquoi on ne protégerait pas les générations futures en ciblant ces agresseurs? T'as violé une fois dans ta vie, tu peux violer à nouveau. On sait très bien que les protocoles de soins psychiatriques ne sont pas du tout aboutis pour les auteurs de violences, hein. La preuve, c'est que là, récemment, sur les violences conjugales, on nous a quand même sorti un casque 3D qu'on va foutre aux types en prison qui ont frappé ou tué leur femme. T'es mort de rire. Tu te dis, mais attends, on prend vraiment pas le fléau au sérieux. Donc, donc voilà, on fait rien pour les auteurs de violences. On n'étudie pas les protocoles de soins psychiatriques pour faire qu'à un moment donné, ils sortent de cette perversité, qui était avant tout une perversion, qui part peut-être à la base d'une souffrance, mais enfin, rien n'est excusable en fait. C'est pas parce que peut-être tu as été violé quand tu étais petit que tu vas violer ton tour. Bah non, en fait, moi j'étais violée, j'ai jamais violé. Hein. Il y a un moment, ça va. Hein. Je veux dire, il y a pas, faut arrêter d'excuser tout. Hein, à un moment. Donc non. Donc en fait, ouais, le problème c'est qu'on va avoir du mal quand même à bouger. Et attends, j'ai perdu mon fil. La question, c'était quoi à la base? À chaque fois, je m'évade. C'était sur l'imprescriptibilité Ouais, et pourquoi c'est important que ça s'arrête, parce que tu parlais de la mémoire traumatique. exactement. Et que donc, on peut se réveiller à n'importe quel âge, et que à n'importe quel âge, on devrait être en mesure de pouvoir avoir accès à la justice, de pouvoir porter plainte, de pouvoir être entendu par cette justice. C'est normal. Et puis porter plainte, c'est aussi protéger les autres, c'est tout ça. Et que aussi porter plainte et être reconnu par la justice, c'est aussi une ouverture aux soins, c'est peut-être des dommages et intérêts pour entamer une thérapie. Enfin, je veux dire, c'est pas gratuit une thérapie. Enfin, je veux dire, comment on va ce qui est fou, c'est qu'on va toujours favoriser l'agresseur, en fait. On va toujours favoriser le droit à l'oubli de l'agresseur, le droit à se reconstruire, le droit à rebondir pour une nouvelle vie, mais la victime, elle, bah, tant pis, on lui dit: «Bah, c'est con. Ah, c'est con, tu aurais dû porter plainte avant». Bah, écoute, remets-toi. Ouais, et puis on s'en remet, tu sais, hein. Les grandes associations, d'État le disent. Regarde, on s'en remet. Ouais, mais non, enfin, non. Non, non, c'est pas normal quoi c'est pas normal qu'Olivier Duhamel aujourd'hui se retrouve, tranquille. Alors oui, bon, il a plus de carrière, ouais et alors? Enfin, je veux dire, il a violé un môme, et puis, bah, il est tranquille chez lui, dans sa villa et sa piscine. DSK, c'est la même, hein, alors qu'on sait très bien que dans les hôtels à Lille, il s'est quand même démerdé, pour, heu, pour infliger des relations sexuelles à des mineurs, hein, on le sait, tout le monde le sait, hein, tout le monde est au courant, mais lui, il est tranquille aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait DSK? Il conseille des gros riches. Il doit se prendre, quelques centaines de milliers d'euros par mois. Il vit vachement mieux que la moyenne des Français, hein. Et il est tranquille, hein, il a violé, il a détruit des vies, mais lui, il va finir sa vie, «Oh le pauvre, il aura pas été président. Oh c'est dur». Non mais ça va, ça va. Quand tu as lancé les livres, que tu fais ces podcasts, finalement, quelque part, clairement, tu fais de l'éducation. Est-ce que tu penses que l'éducation nationale est en retard, devrait avoir un rôle dans ce type de prévention? Pourquoi est-ce que rien ne se passe à l'école alors qu'on sait que dans une classe, c'est ça, un enfant sur 5, hein, ils prennent une classe de 25 et ils disent qu'il y a voilà, un enfant sur 5 dans une classe de maternelle qui malheureusement subit des violences. Et il y a Et là, tu il y a parles un des problème violences entre le sexuelles. discours et... On parle des Oui, violences sexuelles, bien on sûr, parle bien sûr. même pas des violences éducatives ordinaires, hein, attention, hein, c'est ça le pire, hein. Non, mais évidemment, oui, je suis persuadée que l'éducation nationale devrait s'emparer du sujet et devrait faire son travail de prévention puisqu'en tant que encore une fois, qu'institution, elle est responsable de ses enfants français, enfin voilà, de ses citoyens et l'enfant deviendra un citoyen français à 18 ans, il devra voter donc c'est le rôle, de l'éducation nationale d'apporter de la prévention à l'école, sachant qu'au
au sein des familles, enfin quand on parle de 10 millions de Français victimes d'inceste, ou au sein des foyers de l'ASE, où c'est catastrophique, je veux dire en termes de protection de l'enfance, en termes de violence ordinaire, en termes de violence sexuelle. Donc, en fait, dans tous les cas, oui, l'éducation nationale devrait faire ce travail. Je ne parle pas des profs. Je pense que l'éducation nationale devrait former des gens qui devraient faire constamment le tour du territoire pour pouvoir exercer et faire ces préventions constamment, une fois par mois, sur tous les sujets, les droits de l'enfant. Et ça veut pas dire être arrivé comme un hystérique en classe en disant attention, grand-père va vous violer, ou ton prof de sport, ou ta voisine, ou ta nounou, ou je sais pas qui. Non, mais en tout cas dire voilà vos droits. S'il y a un harcèlement, alors le harcèlement on en parle un petit peu. Enfin bon, voilà, le 30-20, le 119, tous ces numéros-là devraient être connus des enfants. Donc l'éducation nationale devrait former des gens qui œuvrent sur tout le territoire. On devrait faire rentrer donc la prévention contre les violences dans le programme de l'éducation nationale, au même titre que le français et les maths. Surtout, on voit depuis la crise sanitaire, depuis la crise du Covid, il faut que ces gens qui sont à la tête de nos pays prennent conscience que cette crise du Covid a changé le monde sur plein d'aspects. C'est-à-dire que cette crise du Covid, elle a fait quoi? Elle a isolé nos enfants. Elle a poussé nos enfants à être à la maison, donc souvent en contact des agresseurs. Ça a favorisé aussi l'isolement, favorise pas que les sévices sexuels, elle favorise la dépression, elle favorise donc le harcèlement, elle favorise le 100% temps d'écran et donc plus de probabilité d'être malmené et harcelé. Bon, ça a favorisé tout ça. Les tentatives de suicide chez les moins de 18 ans ont quadruplé en l'espace d'un an. Il y a 4 fois plus d'enfants qui montrent des signes de dépression. Enfin bref, la vie a changé. L'éducation nationale, depuis la crise du Covid, aurait dû, quand elle a vu l'explosion des appels du 119, l'explosion de MeToo inceste, le nombre de témoignages, etc., tu es ministre délégué à l'enfance, tu aurais dû mettre en place sans faille un programme de prévention avec ton ami Jean-Michel Blanquer de l'Éducation nationale, un truc, mais pertinent. En plus, le pire, c'est qu'ils ont fait une espèce de commission avec plein d'acteurs de la protection de l'enfance. Moi, j'ai été conviée, c'était au début 21, et je l'ai fait, quoi. C'était par Skype, tout ça, on se parlait, on s'envoyait des idées, il y en a à l'appel, des idées, des gens compétents, des gens qui travaillent, des gens qui sont hyper forts. Je te parle même pas que d'activistes. Moi, on va me dire, ouais, mais vous avez pas de capacité psychologique, vous n'êtes pas thérapeute, par exemple. Moi, je suis victime et voilà. Mais il y a des gens qui prennent les choses en main, qui sont thérapeutes, sont psychologues, qui ont écrit des box d'alerte. Nous, on a nos bouquins. Moi, mes bouquins, les bouquins qu'on a fait avec Mathieu, ils ont été vus et revus par des psys, réanalysés, etc. Pour le podcast, c'est pareil. C'était tout ça est hyper étudié. Des bouquins, on en a plein aujourd'hui pour les enfants, à destination des enfants et des familles. Il n'aurait qu'à les mettre mais au programme, avec également, tu vois, c'est des fiches réflexes, les numéros, tout ça. Alors tout ça a été dit, etc. Normalement, on devait voir quelque chose à la rentrée, ça n'a pas été le cas. Bon, moi, j'ai quitté la commission entre-temps parce que vraiment, j'étais très, très en colère par l'inertie du gouvernement, et je ne décolère pas. Je les trouve vraiment, vraiment en dessous de tout, vraiment sur le contexte, en fait, qui était un contexte très fort. Ils auraient dû faire des pas de géant, et on doit se contenter de pattes de mouche avec un Dupond-Moretti, un ministre de la Justice qui va dire je ne serai pas la régente de la vie amoureuse des adolescents alors qu'on parle de viol. Enfin, t'hallucines totalement. Enfin bref. Et donc effectivement, il y a de quoi être en colère, et ça devrait être à l'éducation nationale. Mais ce qui est bien, c'est que toutes ces conversations que tu as avec des ados, la génération de parents qui arrive aura peut-être pu commencer à débroussailler le terrain avec les livres, avec c'est quoi le corps, c'est quoi le consentement, c'est qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, les bons secrets, les mauvais secrets. Et ça commence tôt pour pouvoir arriver à ce que les adolescents soient capables d'entendre ce type de discours.
Et l'espoir, il vient de la nouvelle génération. Donc, merci beaucoup pour le travail que tu fais Oui, pour que ça puisse Clémentine. avoir un impact pour les autres. Bah, c'est sympa, Merci. j'espère. Écoute, je me dis que, tu vois, les podcasts, par exemple, on est sur une forme qui est hyper ludique et même, je me dis, pour les adolescents qui ont souvent peur qu'on les prenne pour des bébés ou pour des cons et ce qui est loin d'être le cas. Là, c'est vrai que sur le podcast, on a travaillé avec, des adolescents, bah, en fin d'adolescence, même de très jeunes adultes. Une jeune fille qui avait 18 ans. On a travaillé aussi la façon de se parler. Je veux dire que ce soit pas, paternaliste ou maternaliste, un truc un peu, non, mais qu'on soit sujet à justement converser autour de ce que c'est que le consentement, la pornographie, le pourquoi tiens, c'est quoi les règles d'ailleurs que les garçons et les filles entendent ça? Qu'est-ce que c'est que le corps de la fille, du garçon, du transgenre aussi? Parce qu'on aborde aussi le non binaire au moment de l'adolescence, pas quand ils sont petits, mais on s'est dit: «Tiens, dans l'adolescence, ça peut être quand même intéressant au niveau de ce que c'est que l'homophobie, et cetera» et dire: «Ben, tu peux, juste, en tout cas, on peut converser, être dans un rapport respectueux, qui ne soit pas aliénant, qui donne pas de leçons. En tout cas, ce podcast, il me semble qu'il a été, hyper bien étudié pour que justement, on se mette vraiment à hauteur d'enfant quand il s'agit de parler au maternel. En primaire, on évolue légèrement et que, pour les ados, on soit vraiment sur un ton qui soit beaucoup plus, voilà, presque d'adulte à adulte, mais heu, beaucoup plus serein, je sais pas comment t'expliquer, mais moins pédagogique, quoi, tu vois? Donc je pense que ces podcasts, ils peuvent vraiment aider, ils peuvent être, encore plus abordables que les livres parce que c'est vrai qu'avec cette société où on lit de moins en moins, mais je pousse beaucoup les gens à lire, je pense que c'est vachement important de lire. Mais je crois que les podcasts, là, cette forme de podcast, tout le monde évolue vers le podcast. C'est vrai que c'est assez formidable cette forme culturelle qu'est le podcast, puisque on peut vraiment se cultiver, on peut penser, on peut rire, voilà, je crois que c'est assez génial, quoi, en fait. Je suis assez contente que ça sorte sur cette forme-là et je suis assez heureuse à chaque fois qu'on m'invite à intervenir dans un podcast. Merci beaucoup. Merci, Andrea, pour tout ce que tu as partagé, pour tout ce que tu fais au quotidien. Et hâte que tout le monde puisse écouter cette série de podcasts qui découle du livre, des livres. Et si on parlait, à retrouver très bientôt. Merci, Andrea. Salut. Merci beaucoup, Clémentine. À bientôt. C'était Andrea Bescon, autrice, réalisatrice, aujourd'hui podcasteuse. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, mettre 5 étoiles pour aider ce podcast à se faire connaître, ou alors vous pouvez aussi soutenir ce podcast en vous rendant sur la plateforme patreon.com/Clémentine Sarlat ou tapez la matrescence. Vous pouvez faire un don et vous aurez des contreparties, je vous en suis très reconnaissante. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi, de journée, de soirée, ce que vous voulez. Surtout, prenez soin de vous.